En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel Latraverse, t'as vu probablement, Emmanuel, l'histoire de ces deux médecins de famille dans les Laurentides. Journal de Montréal, 2700 patients privés de leur médecin de famille. Pourquoi? Parce qu'Immigration Canada n'est pas capable de faire sa job. Honnêtement, là, y a-t-il quelque chose qui fonctionne au gouvernement fédéral? Oh boy! Oui, la gestion du régime de pension du Canada, déposer les chèques, mettre en place un système de garderie, mais il y a un problème avec le ministère de l'Immigration qui est assez complexe, je pense. Là, dans le cas de ce couple-là, pas pour mettre en doute leur version des faits, mais moi, mes sources, je veux quand même le dire, là, puisqu'on leur casse déjà beaucoup de sucre sur le dos au ministère de l'Immigration, qu'on a essayé de les rejoindre pour éviter que leur papier, qu'ils se retrouvent sans papier. Donc, c'est pas comme si on savait que ça allait pas bien puis on les a complètement ignorés. Okay. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que quand les gens se ramassent sur la première page du journal, parce qu'ils sont victimes d'une bureaucratie en folie, généralement, leur cas se règle dans le courant de la semaine. Donc, les 2700 patients, si j'avais à gager, vont retrouver leur médecin qui vont pouvoir commencer à pratiquer dans un avenir assez rapproché. Cette histoire-là, en vérité, moi, je la trouve intéressante. Au-delà du 1-800, c'est écœurant, là. On n'a pas besoin d'un chroniqueur politique pour avoir cette réaction-là. Ça illustre essentiellement tout ce qui ne va pas avec le ministère de l'Immigration. Parce que c'est comme si c'est un ministère qui est victime de sa taille et qui est victime de son époque. Tu sais, dans les 10 dernières années, là, c'est un ministère qui a triplé de taille. OK? Donc, c'est pas comme si on n'a pas mis les ressources pour gérer les cas. Mais en même temps, c'est un ministère qui a des systèmes informatiques puis des façons de fonctionner qui sont comme, tu sais, c'est comme un château de cartes, là, tu sais, où tu as des systèmes qui se parlent pas. C'est le même problème que dans le réseau de la santé avec l'information. Alors, il faut changer ça en même temps. Puis, c'est un système où il ne faut pas oublier que dans les années 2000, avec le 11 septembre, toute la logique de l'immigration, il y a eu beaucoup une transformation philosophique, je dirais, où il y avait la crainte de laisser rentrer des présumés terroristes au pays. Okay? Puis il y en a eu des cas d'étrangers qui étaient rentrés au Canada, qui finalement étaient fichés aux États-Unis, c'était des présumés terroristes. Donc, c'est comme si on a mis tout l'accent sur la gestion de risque, éviter le risque, mais au détriment du bon sens à un moment donné. La personne qui habite au Québec, qui est francophone, qui pratique en médecine, qui a 2 enfants, qui est établie ici, sa cote de risque, c'est pas la même que l'inconnu dont t'as pas de photo, t'as pas ses empreintes digitales, tu sais pas si c'est son vrai nom, qui habite dans un camp quelque part dans un pays en guerre. Non, c'est... Et donc, il y a toute cette philosophie de la gestion de risque qu'il faut changer. Mais comment tu fais ça? Je pense qu'une partie du problème, puis d'après ce que moi, on m'explique à l'interne, c'est que tu peux pas juste dire à des fonctionnaires qui sont pleins de bonne volonté, gars, je te gifle 3 fois, puis tu travailles plus de la même façon, là, tu sais. C'est que c'est la machine qu'il faut changer. C'est les formulaires qu'il faut changer. Parce que pour encadrer cette gestion de risque, c'est là qu'on a mis une complexité bureaucratique en termes de formulaires, en termes de cases, en termes de preuves, en termes de qui devient ingérable et qui fait en sorte que des gens, comme ces 2 médecins français, finissent par cocher les mauvaises cases. Puis, a priori, tu vas pas t'embaucher un avocat en immigration pour remplir des formulaires. Tu sais, c'est un peu ça le problème. Alors qu'en ce moment, la seule façon d'y arriver, c'est que tu as un avocat en immigration qui remplisse pour toi. Mais alors, Emmanuel, c'est tout ça qu'il faut changer au sein du ministère. Mais au-delà de la gestion de risque, au-delà des processus qui sont lourds, qui sont difficiles, la question du service à la clientèle est absolument inexistante à Immigration Canada. Il n'y a pas de possibilité d'avoir quelqu'un au bout du téléphone pour connaître le statut de son dossier, là. Ben, c'est la folie de cette machine-là. Mais
c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment. Puis d'ailleurs, pour les gens que ça intéresse, là, Paul Wells, qui était chez McLeod, a une extraordinaire entrevue avec la sous-ministre à l'immigration qui est publiée sur son blog. Mais c'est très difficile à faire, objectivement. Mais le gouvernement n'a pas le choix de trouver une façon d'y arriver parce que le problème qu'on a en ce moment, c'est que on veut une politique d'immigration hyper ouverte, puis on ne fera pas le débat là, ce midi là, sur 500 000, c'est trop. Prenons les données telles qu'elles sont. On a un gouvernement fédéral qui veut accueillir 500 000 immigrants, qui veut faciliter le recrutement de main-d'œuvre spécialisée étrangère, mais il faut que tu donnes un service à la clientèle là-dedans. Donc, c'est comme s'il faut rénover la maison, il faut redécorer la maison en même temps qu'on l'agrandit, en même temps qu'on la rénove, puis en même temps que le toit coule. Et moi, je suis de ceux qui croient que le gouvernement est vraiment à un point critique en termes d'appui. Parce que, de un, les sondages révèlent que s'il n'y a pas juste au Québec là, que les gens ont des craintes face à la quantité d'immigrants qui rentrent au pays. Au contraire, plus de 60% des Canadiens trouvent qu'on en accueille trop. Donc, il y a une vraie inquiétude. Donc, il y a un vrai gouffre entre ce que pense la population et le discours des élites qui la gouvernent en ce moment. Puis la seule façon de rassurer l'électorat, c'est que le système, il marche. C'est que tu fasses rentrer des travailleurs, que tu sais où les loger et qui s'en vont dans la construction et qu'on les construit les maisons, et que tu fasses rentrer des travailleurs qui sont des enseignants qui vont contrer la pénurie de main-d'œuvre. Mais en ce moment, c'est comme si tout ça fonctionne en silo et c'est ça qui ébranle la confiance des gens envers le système d'immigration. Puis, c'est malheureux parce que au-delà du plus ou moins puis de la lunette québécoise avec laquelle on le regarde sur la question du français, c'est quand même une des plus belles valeurs et un des plus beaux piliers du Canada, incluant le Québec, que cette ouverture, que cet accueil à l'immigration, qu'il n'y ait pas cette prévalence d'un discours xénophobe anti-immigrant dans la classe politique et dans le discours public. Mais ça, il faut le protéger. Puis la façon de le protéger, c'est de réussir à mettre en place des changements puis des réformes au sein de l'immigration. Puis moi, je pense que la question que le gouvernement doit se poser, c'est pas est-ce qu'il doit renoncer à sa cible de 500 000. Mais ça, c'est un autre débat. Mais à court terme, est-ce qu'il doit la reporter? C'est un peu comme le en prendre moins pour en prendre soin du gouvernement Legault quand il est arrivé. À un moment donné, si tu veux faire des réformes qui sont pérennes, faut que tu aies les moyens de le faire. Tu peux pas faire la réforme en même temps que tu as un boyau de pompiers gros de même avec des demandes par 300 millions qui rentrent en même temps. Là. Non, mais c'est comme un débat que le gouvernement veut pas avoir, tu sais. Il veut ça pas voudrait dire de marcher sur la peinture. Il veut pas se faire dire que la volonté ne matche pas avec les moyens, tu sais. Bravo pour la volonté, mais les moyens, t'es as pas. Fait que moi aussi, tu sais, je veux être riche, mais comme... J'ai joué au loto cette semaine? Non, j'ai pas joué au loto cette semaine. Comment je vais être riche? Non, mais est-ce qu'on demande quelque chose la bureaucratie du ministère de l'Immigration doit être révisée. Okay? Ben oui. Ces méthodes doivent être simplifiées. Il y a un consensus là-dessus. Puis même au sein de cette bureaucratie-là, il y a un consensus là-dessus. Mais est-ce qu'on peut demander à ce ministère-là de faire des réformes structurelles importantes dans sa façon de gérer en même temps qui sont en train de gérer un volume complètement inédit et complètement ingérable. Fait que c'est peut-être que c'est facile. On casse beaucoup de sucre sur le dos du ministère de l'Immigration, puis je veux pas les défendre à tout prix. Mais à un moment donné, est-ce qu'on leur demande l'impossible aussi? Puis c'est ça qui arrive, c'est que tu as des cas qui sont comme tellement simples, tu sais, qui finissent par tomber entre les cracks, puis ridiculiser et miner la crédibilité de l'ensemble de l'exercice. Parlons d'un autre exercice qui va avoir lieu ce soir, cette finale, ces journées d'élection dans la parcelle de Jean Talon. Manuel, qu'est-ce que tu surveilles, toi? Quels sont les indicateurs que tu vas avoir en tête quand tu vas regarder les résultats sortir ce soir? Mais le premier, ça va être de voir le taux de participation. Ça, je pense que c'est absolument déterminant. Plus il est faible, je pense, plus ça va favoriser le gouvernement en ce moment. Plus il est fort, plus ça va favoriser le PQ. Il va falloir voir aussi rapidement le score du Parti libéral. Oui. Pas parce que je pense que le Parti libéral va gagner, là, mais s'il y a un consensus qui émerge de cette
campagne-là, c'est que la candidate libérale était très forte. Était super bonne en entrevue, était super pertinente, était super sympathique et semble-t-il, moi, j'ai pas eu la chance d'aller sur le terrain avec elle, mais qu'elle était une bonne campaigner. Alors, tu es dans un contexte où tu dis, est-ce que la force de la candidate du Parti libéral va permettre de leur faire gagner, non pas qu'ils vont gagner l'élection, mais d'avoir un score plus honorable que la dernière fois, au détriment de qui? Au détriment de la CAQ. Ben oui. Et c'est là que, finalement, moi, je pense que le Parti libéral pourrait jouer les troubles-fêtes dans cette campagne-là. Il va aussi falloir regarder dans les éléments le score de Québec solidaire. Parce que le gros problème auquel Québec solidaire est confronté dans cette parcelle-là, puis c'est drôle qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais Québec solidaire mise sur le vote des jeunes. Le vote des jeunes est sur les campus souvent, puis dans les élections générales, il y a des bureaux de vote sur les campus. Mais pas en partiel. Il n'y en a pas dans les partiels. Et donc ça, c'est un sacré casse-tête aussi pour QS. Fait que tu sais, quand on dit là, au-delà de si le PQ va être fort, de si la CAQ va gagner, ça, il y a personne qui est capable de le prédire ce soir. Mais il y a d'autres éléments qui rendent ça intéressant et qui font que dans l'histoire, tu sais, la course de qui gagne, qui perd, qu'il y a finalement plein d'autres histoires qui vont émerger dans le courant de la soirée autour de cette partielle-là, puis qui vont être indicatifs d'un peu de la suite de la joute politique, parce que c'est souvent ça dans les partiels. C'est pas nécessairement qui a gagné qui détermine la suite de la joute ou qui est révélateur, c'est le reste, c'est ce qui se passe en dessous de la surface de l'eau. Et on risque les conséquences des résultats de ce soir vont se faire sentir dans tous les partis politiques, puis durant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et on va avoir le plaisir de continuer à analyser ça ensemble. Emmanuelle Latraverse. On va tout décortiquer ça demain ensemble. Absolument. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.